Donc, je vais essayer en quelques mots de faire la synthèse de ces très riches échanges de l'après-midi. Pour ne rien vous cacher, ça nous a suscité beaucoup d'échanges et d'apartés parce qu'en fait, c'est un sujet qui effectivement amène à réfléchir sur la façon dont les choses pourraient s'engager. Merci. Au fur et à mesure, les personnes grandissent, mais je crois que je suis le dernier. Remercier Émilie Ray et Marina Vigneault pour l'enquête réalisée, et j'en profite aussi pour remercier Daniel Delaveau et Valérie Hamdi de la FAS sur ces travaux. Merci beaucoup aussi à l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup aussi à Sarah Oulivet pour la qualité de la présentation, aussi les travaux faits par Coalia sur le Finistère. Et merci aux deux personnes de l'interface parisienne et nantaise, parce que c'est extrêmement illustratif et extrêmement intéressant. Dans les échanges qu'on a eus, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes à retenir et un peu des mots-clés. Moi, il y a un mot-clé qui me plaît bien, c'est le droit commun. Ça a été dit par plusieurs personnes et dans plusieurs endroits et dans plusieurs lieux. Quand on a travaillé les sujets de la santé-précarité du PRAPS à la RS Bretagne, on s'est toujours redit en fait que finalement c'était le droit commun qui devait être la première réponse et qui devrait être la première réponse. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on interdit l'offre spécialisée, parce qu'elle doit exister, mais que c'est bien le droit commun qui doit apporter les réponses. Par rapport aux travaux qui ont été présentés de la FAS, pour rien vous cacher, il y a quelque chose qu'on souhaiterait avoir en plus, mais la question a déjà été posée par l'enseignante-chercheur de Ascoria, c'est la question des données. C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie de quantifier en fait. Alors c'est terrible, c'est peut-être un défaut, mais c'est un bon défaut. C'est en fait savoir combien de personnes ça représenterait en Bretagne. Et puis même derrière, la question qu'on a sur les données, c'est un peu le profil des personnes. Parce qu'on voit que les profils sont assez différents finalement, puisqu'on peut avoir des profils très jeunes, des profils très complexes, des profils avec une seule pathologie mais qui nécessitent un regard particulier. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir un peu ces données. Alors on essayait rapidement de faire des calculs parce qu'on nous disait une personne sur 4 dans la HI. Donc on disait combien il y a de personnes qui sont accueillies en Bretagne. Donc une personne sur 4, ça représente combien de personnes? On arrivait à des milliers de personnes. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très certain de pouvoir dire les choses de la bonne des façons. Et puis en plus, on ne peut pas le dire par territoire. Parce que très rapidement, l'autre question qui va se poser, c'est les conseils départementaux vont savoir à l'échelle de mon département combien de personnes ça pourrait représenter. Et puis après, on va se dire qu'entre ruralité et ville, c'est encore des enjeux différents, donc on va vouloir savoir par EPCI. Enfin voilà, on peut dérouler le sujet très loin. Donc je ne sais pas si ça intéresse Ascoria comme sujet d'étude. Mais voilà, c'est peut-être des choses, c'est peut-être aussi l'occasion à travers ces journées de se poser ces questions sur comment on peut travailler sur ces données, est-ce qu'elles existent et comment elles peuvent être mises en avant. Parce que derrière aussi, la question de la donnée, c'est aussi finalement la question du parcours et comment on peut inscrire ces personnes dans un parcours, en sachant qu'on a un enjeu qui a été très bien cité, c'est le critère de l'âge. Donc finalement, à partir de quel âge on rentre dans le parcours ? Donc là, on a des enjeux de dérogation, mais c'est ce qu'on se disait aussi dans l'échange qu'on a eu avec l'élu du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. C'est en fait, elle expliquait très bien qu'il y a une dérogation pour les personnes en situation de handicap. Donc après, est-ce qu'on se pose finalement la même question pour les personnes en situation de précarité, de se dire est-ce que c'est 50 ans, 55 ans, en fait, le critère de dérogation? Et puis une fois qu'on a posé ce critère, en fait, c'est comment on organise un parcours. Et donc là, on retrouve un élément qui est un peu central. Alors Interface le montre très bien, mais c'est l'enjeu de la coordination, du case management, enfin, on appelle ça comme on veut en fonction de l'origine dans laquelle d'où on vient professionnellement. Et c'est en fait comment est-ce qu'on arrive à trouver une structure qui peut coordonner en fait la complexité de ces parcours-là. Donc Interface est un très bon exemple de ce qui peut se faire sur des complexités de parcours. Je trouve que c'est très adapté sans doute aussi à des zones urbaines. Mais même si vous expliquez que finalement vous allez au-delà de la métropole de Nantes. Et puis parfois on a aussi entendu les DAC qui ont été cités, et je pense qu'effectivement c'est quand même aussi naturellement dans leur rôle de pouvoir s'emparer de situations complexes. Il y a d'autres dispositifs qui ont été moins cités mais qui nous semblent tout autant intéressants, c'est toutes les structures d'exercice coordonnés, les CPTS, les MSP. Il y a des CPTS qui ont dans leur projet de santé une approche santé-précarité ou une approche sur la question de l'autonomie, et ça pourrait être extrêmement intéressant effectivement qu'on se pose cette question aussi de ces structures et de ces réponses-là. Donc ce qui veut dire qu'on voit bien qu'on a un enjeu du droit commun, de mobiliser le droit commun. On a un enjeu aussi auprès des établissements sociaux et médico-sociaux, alors à la fois ceux qui accueillent les personnes âgées, mais ceux qui accueillent, alors on les appelle les ESMS PDS, les personnes en difficulté spécifiques. Et là c'est plutôt une question d'évolution de l'offre et d'inclusion, parce que c'est presque ça l'enjeu, c'est comment on inclut ces personnes-là en fait dans ces dispositifs. Donc ça a été cité, je crois que vous avez cité les lames gériatriques, donc on voit bien qu'il y a de l'offre qui peut évoluer, se transformer en fait, pour permettre d'intégrer des personnes qui répondent à ces critères-là. Et puis il y a des vrais enjeux pour les établissements sociaux et médico-sociaux, mais ça a été présenté, il y en a dans le Finistère, qui accueillent 5 personnes qui dérogent aux critères d'âge, mais qui sont dans ces situations de précarité, ou 10 personnes. Et je trouve que cette idée d'inclusion, elle est plutôt satisfaisante, parce qu'elle renvoie à l'idée que c'est pas spécialisé,
et que c'est juste en fait qu'on intègre un nombre de personnes. Quand on en a échangé avec nos collègues de l'autonomie à l'ARS, ils ont fait un parallèle avec l'école inclusive, en disant en fait finalement ce qui est intéressant c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à faire de l'inclusion, au même titre que dans l'école on a cet enjeu de l'inclusion, comment est-ce qu'on travaille le sujet de la même façon dans des structures médico-sociales, et d'autant plus que ça renvoie plutôt à un enjeu, parce que sur le vieillissement prématuré, on peut parler de la question du vieillissement, avec un enjeu d'autonomie. Et donc ça renvoie à une autre question sur les critères, c'est comment on qualifie les critères, et est-ce que finalement, quand on dit GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4, GIR... Voilà. Est-ce que c'est adapté ou pas pour ces publics-là? Et si ce n'est pas adapté, quelle alternative on propose dans la critérisation? Si on dit qu'on déroge à l'âge, est-ce qu'on prend d'autres critères en compte pour permettre d'avoir cette capacité à intégrer des personnes dans les dispositifs existants? Donc ça veut dire qu'on est bien, enfin voilà ce qui a été très bien dit aussi par la commissaire à la lutte contre la pauvreté ou Daniel Delaveau sur des enjeux aussi de politique publique et d'évolution de politique publique. Moi je faisais rapidement la liste de quelles politiques publiques sont concernées. Donc vous disiez autonomie, handicap, lutte contre les exclusions et la précarité. Quand on regarde le côté sanitaire, on a le premier recours qui est concerné, on a la gestion des établissements sociaux, médico-sociaux, on a les dispositifs santé précarité qui sont concernés. Donc après c'est-à-dire qu'on a aussi les DRETS et les DETS qui sont concernés, les conseils départementaux. Et là c'est plutôt la question des financements, mais c'est... Et en fait, on se repose la question en fait, de qui finance quoi, à quel âge et comment. Donc est-ce qu'on se dit que si j'ai moins de 60 ans, finalement, c'est plutôt un enjeu du droit commun et c'est plutôt un enjeu du logement, par exemple, dans les exemples qui étaient cités, donc plutôt des enjeux de RETS, dettes, parce que c'est là que ça se pose la question. Puis après 60 ans, finalement, ça devient un enjeu de l'ARS ou des conseils départementaux, parce qu'on est sur des questions d'autonomie. Ou est-ce qu'on arrive à travailler les sujets des financements avec une approche qui pourrait être un peu différente, parce qu'on déroge aux critères d'âge et que du coup, on se dit que les financements pourraient être organisés différemment. Et puis après, il y avait un autre élément qui me semblait aussi extrêmement important dans ce qui a pu être dit, c'est les enjeux de formation, alors peut-être sensibilisation, formation, parce que voilà, il y a un vrai sujet de formation croisée sociale, médico-sociale, parce que voilà, on voit bien que ça va apporter de la richesse aux équipes et que ça permettra de faciliter les interfaces entre les dispositifs sur une meilleure connaissance de ces dispositifs. Et donc là, ça veut dire qu'on a aussi sans doute derrière un enjeu pour nous de faire plaidoyer auprès du national sur ces sujets-là. Donc c'est-à-dire qu'on a un sujet breton qu'on a à travailler ensemble, je pense, autour de ces enjeux de coordination, de critérisation, enfin de données, de critérisation et de coordination. Mais on a aussi un enjeu à porter au national, en fait, ces sujets d'intérêt breton. Donc on pense à la CNSA par exemple, parce que la CNSA peut être intéressée et est sûrement très intéressée déjà par ces sujets en fait. Et comment est-ce qu'elle pourrait accompagner éventuellement, accepter que des conseils départementaux dérogent, enfin accepter en tout cas, dire qu'elle est plutôt favorable. Est-ce qu'elle peut elle-même avoir des moyens à mobiliser pour accompagner des démarches de ce type-là? On a d'autres dispositifs comme la DIAL qui agissent plutôt sur la partie logement, mais qui pourraient être elle aussi intéressée par des dispositifs de ce type-là et de l'évolution des dispositifs de ce type-là. Donc on a aussi un plaidoyer à faire au niveau régional. Il y a aussi peut-être d'autres structures qu'on devrait penser à intégrer quand on disait DAC, CPTS. Il y a des fédérations médico-sociales aussi, qui sont des structures avec lesquelles il faut travailler ces sujets aussi de l'inclusion des personnes en situation de précarité. Donc quand on met bout à bout en fait, les différents éléments qui ont été cités aujourd'hui, moi je trouve que on peut se redire qu'il y a des évolutions des politiques publiques qui sont attendues effectivement sur ces sujets-là. Pour autant, elles sont intégrées, prises en compte, mais comment on les intègre mieux dans nos politiques. Donc on décloisonne, on coordonne, c'est un peu ça les enjeux qu'on a. On accompagne les professionnels, on repère, et puis après on prend en charge. Après, je suis très favorable à ce qu'a dit Claire Musée-Cabouche. On fait de la prévention et de la promotion de la santé aussi. Et je suis extrêmement satisfait qu'on ait pu citer aussi l'enjeu de formation des professionnels de santé. On a cité le service sanitaire des étudiants en santé, mais c'est un excellent dispositif pour qu'ils puissent travailler, pour que les futurs professionnels de santé puissent travailler sur ces enjeux de précarité. Donc je trouve qu'on a ces sujets-là qui sont importants. Une fois qu'on s'est dit ça et qu'on parlait de l'accompagnement, il y avait aussi l'enjeu de l'accompagnement des fins de vie. Alors je crois que c'est vous qui le disiez, Monsieur Delaveau. Et je trouve que derrière, ça pose deux questions, en fait. C'est où est-ce que les personnes qui ont besoin d'un accompagnement de fin de vie doivent être hébergées, dans quelle structure. Et puis une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que les personnes qui les accueillent sont formées ou pas? Donc là, je vois des noms, mais donc ça veut dire qu'on a cet enjeu-là, en fait, de pouvoir former sur ces... Et puis du coup, ça veut dire que si on accompagne les professionnels, les patients accueillis seront mieux. Et que sans doute, il y a des enjeux de qualité de vie au travail aussi pour les professionnels de ces structures sur ces enjeux-là. Parce que moi, je vais quand même noter qu'il y avait un décès par an. Je crois que c'était le chiffre qui avait été donné dans les pensions de famille. Alors, je ne sais pas comment la moyenne est, mais voilà, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est pas juste une idée, une représentation théorique, c'est vraiment une réalité. Et puis enfin, sur
Peut-être un dernier élément sur, je crois que c'est, vous l'avez cité, sur, on est passé de 49 ans. Donc 49 ans, c'est l'âge effectivement moyen où les personnes décèdent à la rue, à 58 ans quand ils arrivent à avoir une structure. Et donc en fait, on a le sentiment que maintenant l'enjeu, c'est comment 58 ans et après, en sachant que ce 58 ans, en fait, quand la personne arrive à 58 ans, elle arrive déjà avec beaucoup plus d'enjeux que uniquement son âge. Et donc ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à intégrer finalement cette question de choc démographique, parce que c'est ça qui a été dit, et de choc démographique cette fois-ci pour toutes les personnes, et y compris les personnes les plus précaires, qui elles, quand elles arrivent, parce que c'est un choc démographique qui se fait avec des différences d'âge assez marquées, assez importantes, mais qui en tout cas imposent de pouvoir prendre en compte leurs spécificités et de travailler autour de ces spécificités. Donc je trouve que voilà, on a sans doute encore beaucoup de travail devant nous, mais il y a des choses intéressantes à faire et des travaux intéressants à faire et surtout à poursuivre et à prolonger. Donc je pense qu'on a des enjeux à travailler, continuer à travailler ensemble sur ces priorités, parce que en fait là demain maintenant ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est quels besoins ont chacun de ces dispositifs. Donc c'est presque de pouvoir quelque part réussir à être dans un design de parcours en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la donnée et qu'on connaît en fait les données, le nombre de personnes que ça représente, les critères en fonction des âges, c'est derrière qui agit à ces âges-là et en fait quelles priorités on peut se donner pour créer la coordination entre les parcours, créer en fait les capacités de déroger en fonction des critères d'âge et créer la capacité à accueillir en fait les personnes qui sont concernées par ces enjeux. Je vous avoue que la synthèse elle n'a pas été évidente, donc du coup j'ai un papier où les choses partent un peu dans tous les sens, mais ça montre vraiment la richesse de ce qui a été fait, et la richesse de tous les travaux qui ont été faits aujourd'hui. Et puis dernière chose peut-être sur les dispositifs mobiles, parce que c'est des choses, alors ça a peut-être été, je l'ai entendu parfois effectivement, mais après l'enjeu qu'il y a, et c'est le dernier enjeu, c'est comment on peut cette fois-ci venir au soutien d'eux avec des dispositifs mobiles. Et il y a deux formes de soutien. Il y a le soutien aux structures qui accueillent. Donc la question a été posée par exemple pour les pensions de famille, effectivement, comment est-ce qu'on vient au soutien des pensions de famille, et est-ce que finalement il y a un enjeu à avoir une offre mobile sanitaire qui y reste déplacée? Est-ce que c'est l'aide à domicile qui évolue dans son organisation et son fonctionnement et qui permet d'aller au domicile, y compris des pensions de famille? Donc il y a cet enjeu d'aller vers les pensions de famille, et puis on retrouve l'enjeu de renforcer ou de travailler différemment nos dispositifs mobiles. Les ESIP ont été cités, alors on a une ESIP en Bretagne qui est dans le Finistère, mais est-ce que finalement c'est aussi un enjeu pour l'ARS de pouvoir se dire ça c'est une réponse c'est une réponse adaptée, ça répond à des besoins, et en fait il faut qu'on arrive à la structurer, à l'organiser. Et au même titre qu'on veut avoir des discussions avec les DAC pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent effectivement travailler et intégrer ces questions de la complexité, on a aussi sur les dispositifs santé-précarité des enjeux. Donc ce qui veut dire en conclusion, c'est vraiment le droit commun qui est à travailler, à renforcer, et l'offre spécialisée qui est à faire évoluer, à transformer, pour qu'on arrive à mieux répondre à ces travaux. Et à nouveau, un très grand merci aux travaux qui ont été réalisés, aux présentations de cette journée. Et puis j'espère qu'on se reverra pour la suite de ces travaux très prochainement. Dernière information, le 12 décembre, il y aura une journée sur les troubles cognitifs et le syndrome de Korsakoff, qui est organisée par les spécialistes de la dictologie. Mais il y a plein de parallèles et de liens à faire entre tout le monde sur ces sujets-là. Et donc je pense qu'il y aura un intérêt à l'avenir à penser systématiquement à comment on peut se mobiliser de façon convergente sur ces sujets-là, et à ce que vous puissiez, vous aussi, intervenir en fait dans des réunions pour expliquer aussi la réalité et les personnes que vous prenez en charge. Donc on a encore des travaux, des liens à faire aussi à ce titre-là. En tout cas, merci beaucoup pour cet après-midi. Juste un dernier mot, en fait il reste beaucoup de gâteaux, donc n'hésitez pas à en prendre dans vos structures pour les ramener aux personnes accompagnées ou même pour chez vous, quoi. Voilà. Bonne soirée.